Bon matin sur France 3 Bretagne. Portrait ce matin d'une femme. Elle aime filmer les autres, ceux qui l'entourent et ceux qui attisent sa curiosité. De la fiction au réel, sa caméra a changé d'angle. Elle n'a pas oublié pour autant de transmettre sur ce chemin. Merci Séverine Vermersch d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur votre dernier documentaire, La bande du 2-9, et retracer par la même occasion votre parcours. Et pour cela, avec nous, Véronique Briel, vous êtes pianiste et organisatrice des rencontres musicales de Pinmar, et Angèle Prunenec, chargée de projet à la galerie Far West. Alors cette Bretagne, nous sommes ce matin, vous l'avez découvert à l'âge de 9 ans. Quelles sont les premières images qui ont marqué l'esprit de cette jeune fille du Nord qui débarquait en terre bretonne? Alors la première image, c'est assez drôle parce qu'on est arrivé avec mes parents, la 404, pleine de valises et d'affaires, etc. On migrait vers ici. Et non, la première image, c'est rigolo parce que c'est vraiment lié à l'endroit où je vis maintenant. On a déboulé, mon père nous a dit, allez, on va direct à la plage. Et on a déboulé à la plage de Tronoën, qui est pour moi, voilà, un endroit qui devrait être remboursé par la Sécu, parce que tellement ça fait du bien. Et il y avait un brouillard à couper au couteau, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voyait rien. D'accord. Et donc voilà, on est sorti de la voiture, on ne voyait rien. Non, après, après, on a découvert ce pays de granit et de porc et de... Et d'ailleurs, on vous voit là, petite, je ne sais pas quel âge vous aviez, mais vous étiez à Concarneau. Ouais, j'ai 9 ans, vous voyez un peu les années 70 avec les lunettes de ma mère et mon petit frère devant, et on est à Concarneau, là, à côté d'une dame qui a une coiffe de la Forêt-Fouesnant, je pense, ou de Concarneau. Et justement, les dames portaient encore les coiffes. Cette mer, on la retrouve à la fois dans le Nord et en Bretagne. Qu'est-ce qu'elle vous procure ? Donc la mer, l'océan, hein. Oui. Pas celle qui a des lunettes noires. Moi, je pourrais pas m'en passer. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a nourrie. Là, en fait, on me voit, je sais pas si c'est dans le Nord, en Belgique, sur une plage. J'ai passé à peu près tout mon temps près de la mer et voilà, qu'est-ce que ça me procure? Ça me donne envie de toujours aller voir un peu au-delà. Voilà. Oui. Ouais. Et cette envie du cinéma, elle arrive aussi très tôt. Ouais. Qu'est-ce qui a nourri cette passion? Qu'est-ce qui vous a donné au fond envie de vous raconter des histoires? Déjà, c'est d'être allée au cinéma très tôt, parce que justement, ma mère nous emmenait au cinéma quand on était petits. Donc ça, je pense que j'ai été nourrie de cinéma, de films américains, de films qui venaient de partout d'ailleurs. Ici, en Bretagne, il y a eu un truc incroyable, c'est que les cinémas diffusaient des films tous les jeudis après-midi. C'était le jeudi qu'on n'avait pas de classe à l'époque. Et puis le samedi, et on allait tout le temps au cinéma avec ma mère. Je me souviens, on est sortis de baignure, ma mère, elle a fait la course de char dans la voiture, on s'est fait arrêter par la police. Enfin, c'est des souvenirs comme ça. Et puis après voilà, ce qui me nourrit mon envie de cinéma, c'est, vous l'avez très bien dit, je trouve, en présentant, voilà, c'est les autres, c'est la curiosité. Ouais. Et votre premier documentaire, hasard ou pas, naîtra en Bretagne. Vous êtes attaqué à Jean Epstein, un réalisateur. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a intrigué dans ce film Finisterae que vous allez retracer à votre manière? C'est une image, en fait. C'est que quand on était petits, justement, ma mère nous emmenait à Ouessant. Ouais. Et un jour, on a vu arriver toute l'île, tous les gens à pied, etc., qui allaient, comme à la messe, mais ce n'était pas à la messe, ils allaient au cinéma. Et ils allaient voir un film de Jean Epstein, dans lequel ils étaient, en fait. Parce que Jean Epstein était venu tourner, donc dans lequel leurs parents, etc., étaient. Et c'était Finisterae. Et j'ai eu le sentiment d'assister à quelque chose de très important et d'impressionnant, des gens qui venaient se voir dans l'œuvre d'un grand cinéaste. Mais je ne le savais pas, j'avais 8 ans ou 9 ans à l'époque. Et en fait, des années après, en faisant mes études à l'INSAS en Belgique, je suis allée voir tous les films d'Epstein à la Cinémathèque. Et là, je me suis dit, mais c'est un très grand, c'est le Flaherty, c'est celui qui a compris que les gens vivaient des grandes histoires dans leur petit territoire. Est-ce que ça vous a aussi interrogé sur votre propre attachement, peut-être à cette terre aussi? Absolument, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites, parce que Jean Epstein, moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'il venait d'ailleurs.
C'était un émigré juif de l'Est. Et j'ai toujours trouvé très beau. Les gens, c'est d'ailleurs pas pour rien que Véronique et Angèle sont là. Les gens qui viennent d'ailleurs, comme moi je suis venue d'ailleurs en Bretagne, et qui posent un regard curieux, ami, attaché, attachant sur l'endroit où ils vivent et qui viennent pas là juste pour en profiter, entre guillemets, mais qui viennent créer des liens. La transition est en toute faite, arrivant puisqu'on d'ailleurs. va aller à Pinmar, vu que vous en parlez aussi bien. Alors, c'est une commune de 6 000 habitants où vous vous êtes installé il y a maintenant quelques années. Et on va retrouver Evan, qui est en compagnie de quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean-Yves. Ah, Jean-Yves, mais comment? Mais que fais-tu là? On vous remercie, Séverine. On vous remercie, Séverine, de vous être installée à Pinmar. Grâce à vous, on peut profiter de cette belle matinée ensoleillée au bord de l'eau avec votre ami Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors, expliquez-nous quel est le lien qui vous unit à Séverine, qui vous voit et qui vous entend. Attention à ce que vous dites. Oui, moi je tenais un café sur le port à Kiriti et je l'avais comme cliente quand elle avait déposé son fils à l'école, elle venait prendre son café. Et puis on a commencé à discuter à partir de là et puis il s'est avéré qu'on avait plein d'amis en commun. Donc Vous avez sympathisé comme j'ai ça. lâché le café mais j'ai gardé Séverine. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Alors, justement, le café, c'était il y a combien d'années? J'ai arrêté, je l'ai pris en 2002, j'ai arrêté en 2014. Bon, alors, Donc, le café, il est juste derrière nous, d'ailleurs, on le voit, hein, il est là. Pinmar, c'est une ville où il y avait beaucoup de cafés, beaucoup de bistrots. Il y en avait beaucoup à une certaine époque. Ouais. C'était considéré un peu comme une aide aux veuves de marins que d'accorder des licences et puis des débits de boissons. Donc effectivement, il y en avait 6 ou 7 sur le port et dans la rue du port, il y en avait 13. Donc quand les marins sortaient de mer, il fallait qu'ils C'était passent par les difficile 13 de rentrer à bistrots. la maison à jeun. C'était vraiment un sacerdoce. Ouais. Ouais. Alors comment c'était ce petit port de Kiriti où nous sommes à l'époque, c'est au 15e siècle qu'il a été créé. Ouais, disons qu'il paraît que c'était le plus grand port de la façade atlantique. C'est-à-dire que c'était le plus grand de Nantes. Il n'y a pratiquement pas de vestiges de cette époque-là. Mais ils ont trouvé dans les registres des ports hollandais et des ports espagnols que la moitié des arrivages de bateaux venaient de Pinmar. Et quelles marchandises transitaient par ici? Alors, ils faisaient beaucoup le commerce de vin et de pastel, qui était une plante précieuse qu'on cultivait du côté de Toulouse et qui servait à faire des couleurs pour les Hollandais. Gardez bien cette info en tête, hein, parce que ça va vous donner un petit indice sur la suite de l'émission, mais je ne vous en dis pas plus. Et alors, est-ce qu'il reste des vestiges de ce port? Il ne reste pas grand-chose. Il y a l'église qui a été construite grâce à l'aide des riches armateurs de l'époque. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Autrement, il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'infrastructures portuaires. Il y a 2 ou 3 maisons qui ont fait Qui sont restés là. Qui sont restés là. Alors, on va se rapprocher d'un tableau qui a été généreusement installé par la commune, non pas pour l'émission, mais qui est toujours là, et qui nous transporte dans les années 1905 pour nous montrer un peu à quoi ressemblait Kiriti à l'époque. Il y a encore des pêcheurs? Et ici, il n'y en a plus beaucoup, non. Je crois qu'il n'y a plus que des plaisanciers. Il y en avait un il y a encore quelques années, un dernier. Mais là, non, il n'y en a plus. C'est quoi comment vous pourriez résumer l'ambiance de ce port? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ça a gardé quand même une âme de petit port un peu artisanal, des trucs comme ça. Il y a encore un marailleur, il reste 2 ou 3 cafés encore. Il y a quand même puis des retraités, des anciens marins qui fréquentent encore les bistrots. ouais. C'est un peu moins touristique que les communes d'à côté, quoi. Voilà. C'est ça qui est... Ouais. Bon, on va continuer à découvrir Pinmar et tous ces petits secrets. Surtout Jean-Yves vous a réservé un sacré programme. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Nous, on va aussi continuer à parler de café, parce qu'il paraît qu'à Pinmar, il se passe beaucoup de choses chez Marie Cat. Quel est cet endroit, Véronique Brielle? C'est un endroit de générosité, de partage, d'ouverture incroyable. Ouais. Et il m'est arrivé même quelquefois d'être à Paris dans un lieu improbable et d'entendre parler de Marie Cat à la table d'à côté, tellement elle rayonne. En fait, c'est une paillote, on va dire,
Moi, j'ai connu, j'ai 35 ans de Pays de Bigoudin, j'ai connu la caravane de Marie IV qui faisait des queens, spécialité d'ici. Mais c'est la personne. La personne, c'est quelqu'un de tellement lumineux. Les enfants, tu parlais d'aller à la plage direct, nous, quand on débarquait avec nos enfants, premier geste, c'était d'aller voir Marie IV sur la plage, d'aller voir ses beaux yeux bleus. Et donc, elle a développé quelque chose d'assez incroyable sur la plage de Portscarn, qui a pris de l'ampleur au fil des ans. C'est une institution, C'est David devenu, Clairement. Et puis, c'est un endroit où tout le monde se rencontre, jusqu'à... Donc, c'était un bar, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire, il y avait vraiment tous les milieux, tous les gens de là-bas, les gens qui arrivaient, c'était très, très, très mélangé. Non, il y a un restaurant, c'est moins facile, il y a le Covid, mais ça reste quand même l'endroit où on se retrouve. Et ce sont les gens qui vous font aimer ce territoire, finalement, Séverine Vermersch. Oui, c'est les gens. Vous parlez de Marie IV. Moi, quand je n'avais pas encore de projet en tête, de sous, de producteurs et tout ça pour faire mes projets, j'allais... Marie-Renée. J'allais chez Marie IV et je filmais les gens. Et du coup, j'ai fait une petite série qui s'appelle Pour les beaux yeux de Marie IV et où il y a 36 petites vignettes comme ça, où je filme Marie IV à travers les yeux des gens. Et on voit aussi votre voisine. Alors là, là, je suis obligée de faire l'accent. Donc là, c'est Marie-Renée que c'est. Marie-Renée me parlait comme ça. J'avais les tympans qui claquaient tellement et elle était géniale. Je l'aimais beaucoup. Et Marie-Renée, elle me faisait, elle me racontait la vie, le monde, tout ce qu'elle voyait à la télé, etc. de son point de vue. Et c'était absolument formidable. Alors, dans votre dernier documentaire, là, vous vous attaquez aux jeunes, la bande du 2-9. Vous avez posé votre caméra sur ces jeunes qui vivent à Pinmar, dont fait partie votre fils, Just. On va regarder un petit extrait. Grandir à Pinmar. C'est quoi grandir à Pinmar? Moi, en une phrase. Je sais pas, moi, genre... Après, c'est peut-être parce que je suis arrivée il y a pas longtemps et tout, c'est vraiment, genre, découvrir un tout petit monde. T'es ouf. Mais hyper grand, quand même. En fait, c'est tout petit, mais tu peux faire énormément de choses. Genre, en 3 coups de pédale, t'es au stade, t'es à la jig, t'es chez tes potes. Il y a ceux qui font du surf, il y a ceux qui en font pas, il y a ceux qui font du skate, ceux qui font du foot. En vrai, ouais, c'est ça. Énormément de gens. Les gens se mélangent pas, au contraire. Hein. Ah mais que dalle, les gens se mélangent pas du pas tout. du tout, je suis À Paris, les gens se mélangent beaucoup plus. Hein. Il n'y a pas de diversité de population. Oui, mais non, mais à la limite, ça... Enfin, oui, Non, c'est vrai. c'est vrai. Arrête, je crois que t'es la seule personne ici que je connais vraiment de couleur. Ouais, j'avoue, moi aussi. Mais on est bien dans le moment présent ici. En fait, on vit le moment présent. On vit le moment présent On pense à pas au passé, enfin au futur. Ouais, c'est ça. Voilà. Le futur, c'est trop loin pour nous. Faut jamais s'arrêter de profiter. Faut pas se dire, ouais, non, je peux pas faire ça. Parce que ça. Non, faut le faire parce qu'après, on n'aura plus le temps de le faire. Vivre le moment présent. Alors, on les suit dans leur quotidien, ils adorent danser, être sur leur téléphone. Ils se posent aussi déjà de vraies questions existentielles. Qu'est-ce que vous avez voulu interroger avec ce film ? J'ai voulu savoir ce que c'était d'avoir 13, 14, 15 ans, 13, 14 ans à l'époque, et de vivre là, en plus dans une période de confinement qui compliquée pour eux, c'est-à-dire qui les empêchait d'aller à plus d'1 kilomètre de chez eux, et surtout de se voir. Mais ça, c'était pas prévu. Ça, c'est l'incident, presque le joli hasard qui est arrivé et qui a fait qu'ils se sont racontés. Mais qu'est-ce que j'ai voulu savoir ? J'ai voulu voir ce que c'était qu'être jeune aujourd'hui au bout du monde, quoi. Enfin, dans cet endroit. Est-ce que ça change le fait qu'ils soient dans le 2-9 ou le 9-2 comme on entend souvent ? Ça change quelque chose ou pas ? Ça, c'est aux autres de dire. Est-ce que ce bout du monde impacte leur vie dans une certaine manière ? Oui, moi je pense, mais ils ne le savent pas encore. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ça s'imprime derrière la rétine, ça s'imprime dans les odeurs. Je pense que c'est ce qu'on comprend un peu à la fin du film. Est-ce que vous vous êtes revus à travers eux ? Parce qu'à cette époque-là, vous étiez aussi dans ce pays bigoudin. Ben moi, j'ai voulu exactement ça. J'ai voulu filmer mon fils et ses copains et ses jeunes dans ce territoire, qui pour moi avait été le premier très grand terrain de jeu, quoi, et d'inspiration. Ouais. Vous les côtoyez aussi, ces jeunes, d'une certaine façon, Véronique Brielle, dans le cadre des rencontres musicales. Alors chaque été, vous montez un spectacle avec des jeunes, c'est ça ? Oui. Et comment ça se passe ? Depuis plus de 20 ans ? Bientôt 20 ans. Ouais. Je ne vais pas raconter tout l'historique, mais actuellement, on a une belle salle à Pinmar qui nous permet qu'on nous prête quasiment. Et on a une 40aine de jeunes, c'est beaucoup trop, mais c'est le succès.
qui passent une semaine avec nous pendant leurs vacances, donc l'été, à qui on fait monter un vrai spectacle avec des corps, beaucoup de textes à dire, des chansons, des instruments, parce que l'idée c'est de valoriser tout ce qu'ils savent faire, que c'est l'air facile, alors qu'en réalité on monte un vrai spectacle et c'est une création. Je suis entourée d'artistes merveilleux. Cécile Le Terme écrit vraiment sur mesure quelque chose maintenant qu'elle connaît l'ambiance. Il n'y a rien de plaqué, c'est-à-dire qu'on est en création avec eux. On voit les personnalités. Le premier jour, on ne peut pas décider de ce qu'on va faire. Et hop, 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 avec beaucoup de virtuosité et de... Qu'est-ce qui vous inspire, ces jeunes ? Qu'est-ce qui nous inspire ? Oui. Ceux du film ou les miens ? Les C'est miens, mêmes, parce que c'est les mêmes finalement. C'est les mêmes, sauf que moi, j'ai de 5 ans à 17 ans. Beaucoup d'énergie. Angèle, qui est là, a participé à un spectacle avec nous l'année dernière. Beaucoup trop d'énergie, donc ils sont difficiles à canaliser. Pour moi, pour ce qui m'intéresse, il y a un vrai sens du rythme, de la joie et beaucoup de bienveillance. Incroyable. Donc faire quelque chose pendant une semaine avec des petites 5 ans et d'autres de 17 ans, entre eux, ils se créent des liens incroyables. Autre lieu aussi dont on voulait parler ce matin, la galerie Far West. Alors, le nom peut paraître trompeur parce que ce n'est pas qu'une galerie. Non. Quels sont les projets culturels que vous portez aussi également ? C'est avant tout même plutôt un lieu de résidence d'artistes, à vrai dire, puisque la galerie finalement n'est ouverte généralement que pendant la saison de l'été et après plus ponctuellement pendant l'année, mais voilà, le moment galerie, c'est vraiment plutôt l'été. Et le reste du temps, par contre, on accueille des artistes qui viennent d'horizons assez différents, plutôt des écritures contemporaines. Ce qu'on appelle l'écriture contemporaine, c'est plutôt la littérature et la poésie contemporaine, mais aussi l'art du son, les arts numériques. Et donc voilà, c'est des gens qui viennent passer 1 semaine, 2 semaines à la maison, où ils ont un espace de travail qui leur est alloué. Ils peuvent aussi travailler directement dans la galerie, ce qui nous plaît particulièrement, parce que ça permet aux habitants de voir ce qui se passe dans la galerie. L'idée, en ouvrant ce lieu, c'était d'offrir une forme de porosité entre ce qui se passe à l'intérieur de la maison et ce qui se passe dans le village, en fait, tout simplement. Et cet ancrage culturel dont vous parlez à travers vos projets, c'est important à Pamar, c'est quelque chose qui fait partie d'un des pieds de cette ville ? Bien sûr. Enfin, par exemple, dans la galerie, moi, un jour, je vois, on voit une photo, mais James Anne Chaton, c'est ça Là, c'est Jacques Gamblin, mais là, c'est Jacques Gamblin, pardon. Anne James Chaton ou Jacques Gamblin, et qui vont faire des lectures de textes assez pointus, tout ça. Puis le lendemain, on aura Marion Zilberman qui vit à Pamar depuis des lustres et qui va tous les jours sur son vélo peindre ses rochers dans la tempête ou creuser ses cuillères en bois de buis, etc. Et donc on a les deux, et ça je trouve ça très beau. Voilà, c'est un croisement et un foisonnement. Et ce que je trouve beau avec cette galerie ou avec ce que Véronique fait, pour ça qu'elles sont là, c'est que elles ouvrent Pamar et elles font venir les gens à Pamar, mais aussi elles ouvrent les gens qui viennent sur Pamar. Et il y a une espèce de générosité. Qui fonctionne bien. Allez, on va justement reprendre la direction de Pamar, visite guidée avec Evan et Jean-Yves ce matin. Je reconnais des tableaux. Et nous sommes dans un lieu que vous devez connaître, Séverine. Nous sommes dans la galerie 384, la galerie de Jean-Yves. Alors oui, si vous nous suivez depuis tout à l'heure, Jean-Yves était cafetier. Et là, vous vous dites, mais il a une galerie aussi. Mais ça a une explication. Vous allez d'ailleurs nous expliquer comment vous êtes passé de cafetier à artiste peintre. Ouais, c'est plutôt l'inverse. Comment je suis passé d'artiste peintre à cafetier. Bon, j'ai fait des études d'art et pour se nourrir et puis pour continuer à vivre, il fallait gagner un peu d'argent. Donc j'ai commencé à travailler dans les cafés, les boîtes de nuit. Et de fil en aiguille, j'ai fait carrière dans la limonade. Et après, vous êtes revenu à vos premiers amours en 2014. Et puis enfin, en 2014, j'ai pu faire que de la peinture. Ouais. Voilà. Alors là, on voit quelques exemples de vos tableaux. Qu'est-ce que vous aimez peindre le plus ? Eh ben, c'est, comme on peut s'en apercevoir, c'est des carrés. C'est des carrés, mais c'est des bateaux, des églises, des forteresses. Enfin, il y a tout un mélange de géographie et d'histoire locale aussi, parce que je crois que je suis bien imprégné de l'histoire panmarcaise. C'est Pamar qui vous inspire dans votre... Aussi, ouais. Notamment. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous utilisez pour peindre ? Alors, j'utilise des pastels gras. C'est-à-dire, c'est de la peinture à l'huile, mais en bâtonnet. C'est-à-dire... comme un gros crayon, mais comme un gros crayon. Voilà. Donc, je pose ça
sur du papier, sur du carton. Je gratte, je récupère de la pâte, c'est pratiquement de la peinture que je repose sur le dessin. Où est-ce que... Oui, allez-y. Oui, et puis le truc, moi j'adore l'anecdote, c'est-à-dire que l'histoire de Pinmar, c'était le commerce du vin et du pastel. Et je trouve que je schématise... Entre votre bistrot et votre galerie, on y est bien là. Voilà, je schématise l'histoire locale. Voilà. Où est-ce que vous peignez? Est-ce que vous allez vous mettre au bord de l'eau face au bateau? Non, je travaille en atelier. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous nourrissez votre esprit? Il y a l'histoire de l'art qui m'habite, il y a un cursus depuis... ça fait 40 ans que je dessine, et puis ça se nourrit et ça... Ouais, en tout cas, ce jour-là, le bateau, il crachait de la belle fumée. Voilà, c'est un bateau qui marche. C'est plutôt bon signe. En tout cas, c'est super. Hein, en plus, c'est les belles couleurs bretonnes, j'adore. Et il y a beaucoup d'artistes à Pinmar parce qu'on a Séverine. Il y a quand même une petite colonie de gens qui font et de la peinture et du cinéma et du théâtre. Si. Je crois que les gens qui se sont installés en ont beaucoup parlé, ont trouvé ça très beau, et puis ils ont amené leurs amis qui se sont installés au fil du temps aussi. Ouais. Finalement, c'est une petite commune qui vit toute l'année. Voilà, il y a une grande richesse culturelle, je trouve, ici. Ouais. Et vos clients, est-ce qu'ils vous manquent, les clients du café? Les gens du bistrot, mais j'en vois toujours quelques-uns, mais ouais, effectivement, c'est pas du tout la même vie quand on travaille dans un atelier et puis qu'on tient un bistrot. Moi, j'avais l'impression que c'était complémentaire pendant des années, et puis... Mais c'est vrai que c'était une richesse d'avoir... Et puis c'était une clientèle tellement hétéroclite entre les jeunes le soir, les petits vieux le matin. C'était quand même assez sympa. Il y avait tout... Ce que vous ne dites pas, c'est que chez vous, on est passé chez vous avant l'émission et vous avez des photos de certains de vos clients, des belles photos professionnelles. Et ça, c'est la preuve quand même que vous êtes attaché à eux. Ouais. Bon, on va continuer notre visite du bourg de Pinmar en allant voir une église, l'église de Pinmar, qui est vraiment liée à la mer. Jean-Yves va nous expliquer tout ça dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Evan, je le disais tout à l'heure en introduction, vous aimez filmer ceux qui vous entourent. Alors, il y a un de vos documentaires qui compte beaucoup pour vous. C'est Dans leurs yeux. C'est un film qui raconte une épopée maritime par les marins eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous fascine chez les marins, par exemple? Ah oui, d'accord. Dans leurs yeux, c'est super, ça. Moi, je me disais, je suis là, je vis ici, je croise tous les jours des hommes qui ont vu des choses que je verrai jamais. Et comment je peux voir ce qu'ils ont vu? Et du coup, j'ai lancé un appel dans la presse en leur disant, voilà, si vous avez filmé, donnez-moi vos films, confiez-les-moi, et moi, je vais faire un film avec tous vos films. Et là, c'était inespéré, puisque j'ai reçu à peu près 700 heures de rush. Et donc, on a composé avec Susanna, qui m'accompagne pour monter les films aussi, qui monte mes films. Et on a composé un film qui traverse l'histoire du cinéma et l'histoire du siècle, parce que les supports, on passe du 16 mm au film téléphone. Et justement, c'est très visuel. Parfois, l'image suffit à raconter l'intime sans mettre les mots avec. Exactement, ouais, moi, c'est ça que j'aime, c'est comment les gens... Mais d'ailleurs, il y a un lien, c'est marrant que vous en parliez, mais il y a tout à fait un lien entre ce film-là et le film que je viens de faire. C'est-à-dire, à un moment, c'est de confier la caméra à l'autre. C'est de dire, et toi, tu vois, comment tu fais, comment tu regardes, comment tu regardes ton pote, comment tu regardes ton enfermement, comment vous regardez ces paysages au bout du monde, comment vous regardez votre métier. Ça m'a toujours passionnée. De mêler mon regard à celui de ce que je filme. Angèle Prunenac, j'imagine que vous avez regardé certains des films de Séverine Vermersch. Qu'est-ce qui vous touche dans son travail ? À vrai dire, je connais le travail de Séverine depuis assez peu de temps, donc je n'ai eu la chance pour le moment de voir que la bande du Deneuve, à vrai dire. Mais ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis assez longtemps demandé, moi j'ai pas grandi à Pinmar, et je me suis assez longtemps demandé ce que ça faisait de grandir à Pinmar, donc je suis assez ravie d'avoir des éléments de réponse, un peu en tout cas, de la part de ces jeunes-là. Ça m'a vraiment ravie de voir ce film. Donc c'est ça qui m'a touchée, je pense, c'est juste de venir offrir à ces jeunes la possibilité de raconter ce pays-là, ce pays bigoudin-là, vraiment parce que c'est cette impression que ça donne. C'est quoi le talent de Séverine Vermersch Ce qu'on a un peu en commun, alors j'ose le dire, mais c'est aussi ce que tu viens de dire, c'est de laisser faire les jeunes beaucoup, de partir d'eux.
C'est-à-dire, dans un travail d'urgence, nous, comme on fait, ça n'est pas comparable, mais ça part beaucoup d'eux. On ne vient pas avec un produit plaqué, on va monter quelque chose qui est notre pensée de ce que va être un spectacle. C'est un échange et c'est très riche. Moi, j'ai toujours l'impression que j'apprends énormément parce que je suis passionnée de transmission, y compris comme professeure de piano. Et tout ce que ces jeunes nous apportent, moi, je ne peux pas supporter qu'on dise que la jeunesse n'est pas extraordinaire parce que je vois des personnalités tellement dingues. Et voilà, d'ouvrir. C'est vrai que vous vivez entre Paris et Pinmar, pour toutes les deux. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Pinmar? C'est le lieu de tous les possibles? Pour moi, je pense qu'il y a la nature, on est en prise directe avec la nature sauvage. Je pense qu'il y a quand même, ce que dit Joss à un moment, en un coup de pédale, lui dit le stade, et tout ça, en un coup de pédale, tu es dans une zone où il n'y a pas d'habitation. Si tu veux aller à la ville, il y a la ville tout près, et il y a des zones comme ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits quand même, où on est proche de ce choix-là. On peut aller à Tréguennec, passer 15 jours sans voir personne, ou alors être un peu plongé dans le monde, surtout avec le surf, avec des bars un peu plus branchés et tout ça. Donc il y a cette proximité, et les gens, comme vous disiez en début d'émission, le choix de vie, c'est les gens. C'est-à-dire que pour moi, le mélange de rêve, de nature-culture, je peux le résumer à ça. C'est-à-dire qu'il y a, si j'ai envie d'aller, il y a un cinéma qui fait une programmation exceptionnelle, il y a un festival littéraire, c'est incroyable. Dans un petit territoire comme une ça. Boule, en fait. Alors c'est une ville qu'il faut préserver. Il y a juste la musique dite classique entre guillemets qui est pas très bien représentée, donc ça me laisse beaucoup de. Je ne vais pas trop sur le territoire de quelqu'un parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Donc j'ai des ambitions un peu là-dessus. Voilà. Mais après, par rapport à la question que vous posez, moi, il y a une chose quand même que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un lieu qui bouge tout le temps, en fait. Alors que ce soit par les tempêtes, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est que la moitié de l'année, c'est quand même sacrément remué. Et je trouve que ça remue les gens. Et il y a un truc, c'est qu'à Pinmar, crise de la pêche, on réagit. Il y a eu des crises dans ce coin du pays bigoudin, des choses difficiles, etc. Et les gens inventent. Là, moi, vous m'avez demandé d'inviter des gens, j'aurais pu en inviter 10. Et il y a une personne, par exemple, avec qui je parlais hier et qui me disait, on va faire un truc ici, on fait quelque chose avec les marins-pêcheurs parce qu'ils ne comprennent plus la mer. Donc, ils entreprennent quelque chose. Je ne vais pas en parler ici maintenant, mais c'est absolument magnifique. Et les gens prennent en main les choses. Il n'y a pas de fatalité ou d'immobilité. Ça, je trouve que c'est un pays qui remue, qui vous remue et qui remue. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez toutes les trois bretonnes, même si vous êtes venues par le saut de la vie comment vous vivez cette identité bretonne? Moi, je suis définitivement bretonne. Enfin, je pense que c'est vraiment ancré. J'y vais depuis que je suis enfant. Ça a été toujours mon deuxième chez moi. Et de plus en plus, maintenant que j'y travaille et que j'y connais aussi plus le monde, effectivement, c'est la deuxième maison. Quoi. Parce qu'on parle souvent de l'esprit breton. Il y a quelque chose d'un peu magique autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Séverine Vermersch? Aimer le beurre et boire un coup à 19h avec les amis, mais ça... Il n'y a pas beaucoup de conventions non plus. Hein. Non, Quand tu te parles du rythme, du mouvement, plutôt anticonventionnel quand même, justement. Moi, je trouve qu'il y a une forme de rébellion et du coup, j'ai du mal à dire que j'adhérerais à un esprit parce que justement, il y a un truc qui est très fort là-bas, c'est ce côté sauvage de la nature, mais des gens aussi, et de la nature des gens, Alors parfois... Et rien n'est gagné quand même. Non, rien n'est jamais gagné. Parfois, vos films vous emmènent à des milliers de kilomètres de la Bretagne. Vous avez fait un film qui s'appelle Jeunesse d'une adoption, qui a été tourné au Mali, à Bamako. Vous racontez le quotidien d'une pouponnière. On va regarder aussi un petit extrait. Like a modest child. L'abandon n'est pas autorisé au Mali. Donc une femme qui veut abandonner son enfant ne peut pas l'amener directement à la pouponnière. Donc tous les enfants qui rentrent dans la pouponnière sont envoyés par la police. Quand on les accueille, c'est formidable parce qu'on pense qu'on a évité à un enfant la mort certaine. Parce que dans la rue, un enfant abandonné dans la rue, vous savez...
ça fait combien de temps que le dernier enfant est arrivé? Il est arrivé ce matin. Ah bon? Il y a à peine 30 minutes qu'il y a le dernier enfant. Partout. Dans la rue, à la pépinière, un peu partout. À des fois, ils ne peuvent pas venir directement, ils sont obligés de se cacher pour qu'ils posent le vent. Un film qui touche encore une fois à l'intime, à votre intime aussi. Ouais. Est-ce que vous saviez dès le départ pourquoi vous faisiez ce film? Oui, parce que je faisais une demande avec mon mari à l'époque. Je faisais une demande d'adoption au Mali. Et je voulais, si j'avais un enfant, si on me confiait un enfant de cette pouponnière, je voulais pouvoir lui laisser voilà, quelque chose de l'endroit d'où il venait. Je voulais qu'il ait une trace de l'endroit d'où il venait. Et là, je sais pas, voilà, on a une image assez incroyable parce qu'il se fait que cet enfant-là, que j'ai filmé de façon assez... voilà, j'étais un peu fascinée par cet enfant en pyjama jaune. C'était le jour de la visite de Julien Clerc, donc ils avaient habillé les enfants, on a vu, voilà. Ouais. Et ils les avaient bien habillés, tout ça, enfin, ils les avaient bien un peu exposés et tout. Et voilà, je le filme beaucoup. Le film, je l'ai aussi fait parce que je voulais laisser quelque chose à la pouponnière et que je sais faire des films. Donc, je leur avais dit, si je vends ce film, je vous aide de cette manière-là. Il se fait que j'ai jamais autant vendu un film et que du coup, j'ai pu remettre l'argent à la pouponnière pour les aider parce qu'il fallait vraiment les aider. Et des années plus tard, quand on nous a confié Joss, un jour, sur le stade à Pinmar, une femme vient, elle me prend dans ses bras et elle me dit « Je vous ai jamais dit merci ». Et elle me dit « Vous voyez, ce petit enfant qui est dans le film, c'est mon fils ». Et donc, là, je comprends qu'à Pinmar, une autre femme a adopté un enfant de cette pouponnière-là, cet enfant que j'ai filmé. Et c'est un hasard absolument Tout vous ramène toujours à Pinmar. Et là, je me dis, le cinéma, est vraiment bien fait. Il est joli, quoi. Il fait des liens incroyables. On va aller voir un autre lien, direction Pinmar. On va retrouver pour la dernière fois Jean-Yves et Evan. Et oui, maintenant nous sommes dans un autre lieu incontournable de Pinmar. C'est cette magnifique église qui trône au milieu du bourg, l'église Sainte-Nona. Et Jean-Yves, vous aviez envie de nous la faire découvrir parce qu'il y a des détails qui font qu'elle est unique. Ouais, disons que c'est intimement lié à l'histoire du pays aussi. C'est-à-dire ça a été construit par l'heure de gloire du trafic portuaire à Pinmar, et donc est bâti avec les deniers des armateurs qui en avaient beaucoup. Qui en avaient beaucoup, parce qu'ils faisaient fortune avec leur commerce. Et donc ils ont rappelé avec des bateaux et des navires gravés dans la pierre qui participaient à la construction de cette église, qui est un des seuls vestiges de l'heure de gloire pinmarcaise. Alors j'ai compté, il y en a 14. Il y en a peut-être 14, ouais. Bon, il y en a qu'on voit plus très bien, mais bon, il en reste quelques-unes. Il y a des poissons aussi qu'on... Ah bah oui, attendez, allez nous les montrer, les poissons. Là, il y a une frise de poissons, on les voit là-haut. Ah oui. Et puis on voit des oiseaux qui mangent des poissons aussi un peu plus haut. C'est assez unique en son genre d'avoir autant de symboles liés à la mer sur une église. Je crois qu'il y en a aussi à Roscoff, mais je crois que c'est à peu près là. Et puis ici l'église de Saint-Guénolé, qui est de la même commune, il y en a aussi quelques-uns. Bon, on va se diriger dans le petit enclos parce que franchement ça c'est super joli. Voilà, ça c'était l'ancien ossuaire qui a été construit là. Il y a une histoire un petit peu sordide quand même que vous allez nous raconter dans cette église. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire glorieuse de Pinmar s'est arrêtée avec l'invasion d'un bandit qui a fait le siège de Pinmar et qui a tout pillé et qui avait fait le siège de l'église où s'était réfugiée la population locale. Et la légende ou l'histoire, enfin, n'a pas été vraiment prouvée, dit qu'il y aurait eu 3000 morts qui auraient péri dans l'incendie de l'église. Et donc c'est à ce moment-là que l'histoire de la régime de Pinmar, déclin après. Enfin, votre déclin, quand même, vous vous en sortez pas trop mal. Ouais, à Pinmar, il y a eu de longues années de misère quand même pendant un moment donné. C'était que des ruines ici, paraît-il. On n'a pas pu se rendre partout ce matin, mais si les gens qui nous regardent veulent venir faire un tour dans ce sud du pays bigoudin, quels sont les autres endroits à ne pas rater ?
Mon Dieu, moi je trouve que tout est indispensable. On a les plus belles plages, on a les... Non, il y a la pêche à pied, c'est juste un pur régal. On trouve des ormeaux, on trouve des homards, on trouve... Il y a le phare d'Eckmühl. Il y a le phare d'Eckmühl qui est incontournable aussi, la chapelle de la Joie. Et non, il y a plein de petits Et endroits. s'il y en avait qu'un seul, votre endroit préféré? Moi, ça reste le port de Kiriti. J'ai beaucoup. D'abord, j'ai de la nostalgie parce que j'ai tenu boutique là-bas. Mais je trouve que c'est un endroit magique. Bon, Séverine, vous avez bien choisi. Jean-Yves est un bon ambassadeur. Et il n'a pas parlé d'un endroit apparemment dont tout le monde parle ici depuis ce matin. C'est d'aller voir Jackie l'Andouille et Maurice la Saucisse, deux boutiques apparemment hyper incontournables. Donc, je pense qu'on va aller faire un petit tour. Allez, salut Evan, merci beaucoup. Salut Jean-Yves. Au revoir. On sent quand même un attachement viscéral à Pama. On voit l'exemple avec Jean-Yves. Est-ce que vous vous autorisez quand même quelques échappées en dehors du pays bigoudin? Parce qu'on a l'impression que vous êtes tout le temps... Ouais, non, c'est indispensable. Et puis en fait, pour pouvoir y vivre toute l'année, quand même, il faut en bouger justement. Ouais. Mais après, le plaisir est incroyable. Il y a un petit détail qui est très joli, c'est que je ne sais pas si tu sens ça, Véronique ou Angèle, quand vous revenez. Mais par exemple, quand on revient le soir, on a fait la route de Paris, où on est venu. Là, j'étais en Italie cet été, machin, etc. Et quand on revient et on a pris le croisement qui nous mène directement à Parmar et qu'on voit dans la nuit ce phare. Ouais. Voilà, on est à la maison. C'est à la maison, mais c'est un phare, quoi. C'est une lumière dans la nuit, voilà. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans votre parcours. Contrairement aux réalisateurs qui font d'abord leur film, qui transmettent après, vous avez fait le chemin inverse. Oui. Pourquoi? Ah ben, je me demande encore, mais... C'est les aléas de la vie, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est les choses, voilà, c'est la vie qui décide un peu comme ça, parce que... C'est un peu ce que j'appelle, moi, ma grande crise de foi. C'est-à-dire que j'ai fait des films assez jeunes, en fait, des fictions, et puis j'ai eu un peu beaucoup de doutes et tout ça, et puis il fallait vivre, donc il fallait que... Et puis j'étais douée, je pense, Véronique connaît ça aussi, enfin, c'est pas la même chose, mais pour la transmission, je savais que ça marchait, et du coup, voilà, je me suis trouvée plus à enseigner le cinéma, à accompagner des auteurs et tout ça, à travailler à la Fémis, machin, et tout ça. Et puis à un moment, je me suis réveillée, foutu un coup de pied au cul, je me suis dit, excusez-moi l'expression, et je me suis dit, refais tes films. Mais ouais, parce que vous vous êtes dit parfois, je ne suis pas légitime pour prendre cette caméra. Oui, on ne va pas parler trop de ça, mais oui, bien sûr, ouais. C'est la maladie de beaucoup de gens, je crois, je ne suis pas la seule. Hein. Mais oui, bien sûr. Et puis jusqu'au jour où je me suis réveillée, je me suis dit que c'était une fausse question. Personne n'est légitime pour le faire. Est-ce que c'est plus facile finalement de filmer ceux qui nous entourent ou des inconnus? C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? C'est très difficile de filmer son fils. Ouais. Parce qu'il faut le laisser vivre aussi. Et que filmer pendant 1 an des enfants, c'est très contraignant pour eux. C'est beaucoup d'avoir la caméra tout le temps sur le dos. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller vers l'intime. Mais sans être... Enfin, c'était très délicat. D'ailleurs, personne n'a refusé, a priori. Les parents ont tous accepté que les enfants soient dans le film, sauf un couple. Mais il fallait être fin et il fallait être très respectueux d'eux et avoir des règles, des codes pour laisser l'intime venir, mais ne pas le forcer. Et ne pas être obscène, enfin, voilà. Et est-ce que vous retournez parfois à la fiction ou pas? Ouais, mais j'ai une grosse envie de fiction, là. Ouais. Pour le prochain aussi, enfin, pour les prochains, pour les mois et les années à venir, ouais. Et vous allez continuer à filmer Parmar? Oui. Ouais. Elles vont peut-être faire partie d'un film avec Jean-Yves ou pas, ça vous trotte dans la tête? Non, mais ouais, enfin, en tout cas, il y a... Ouais, j'ai une idée, mais qui est encore sur la durée. Et sur voir vivre une commune menacée un peu par les eaux, mais pas seulement menacée, comment elle fait pour vivre avec ça, avec ces éléments, avec ce topic, ouais. Un dernier et des mot. Personnages, il y a des personnages, parce que alors là, on n'a pas fini. Vous n'avez pas fini. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Quand Parmar, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous ont regardés, en un mot, ça fait quoi pour vous? La lumière. Lumière. La liberté. Et la liberté. Séverine Vermèche, je vous laisse le dernier mot.
La tempête. La tempête, ce côté Qui revient, rébellion. qui fait du bien. Merci beaucoup, Séverine Vermersch. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin. Votre film La Bande du 2-9 est à découvrir sur France 3 Bretagne le 22 octobre, si je dis pas de bêtises. Le 22 en avant-première. Le 22 en avant-première, Pinard. le 25 sur France 3 Bretagne. C'est l'heure de la petite photo, parce qu'on a une petite tradition, nous, ici, à France 3 Bretagne, c'est de immortaliser le moment avec nos invités. C'était très sympa. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3. On se retrouve demain. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous, c'est la dernière en plus. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody.